Génération Soccer vous est présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. Ici Olivier Brett, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Aujourd'hui, on vous présente deux sujets percutants. La grande finale du défi futsal de Saint-Hyacinthe 2017 et un débat plutôt sensible. Que faire avec les parents nuisibles qui sévissent sur les divers terrains de soccer du Québec? Débutons immédiatement cet épisode avec le jeune géant de 6 pieds 5 chez l'Impact de Montréal, Nick Depuis, qui nous provient de la NCAA. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Cette semaine, nous vous présentons le jeune espoir Nick Depuis. L'attaquant de 6 pieds 5 qui a fait ses preuves en NCAA entend bien faire de même en MLS. Alors, en entrevue avec Nick Depuis de l'Impact de Montréal, nouvellement arrivé avec le club. Nick, thanks for accepting this interview. Yeah, of course, no problem. So my first question, you were drafted this year in the Super Draft. What was your first reaction when you knew that Montreal Impact drafted you? It was a huge honor, and it was a dream come true. You know, I've always dreamed of becoming a professional soccer player, and I know the Montreal Impact is a very prestigious club, and they have a lot of history, and they're a very good club as well. So when I found out that they decided to pick me, it was a huge honor, and I couldn't wait to, get out here and start playing with the guys. What kind of player are you? I'm a bigger guy, but I'm a very hard worker. I'll do all the hard work. I'm a great finisher as well. I'm a bigger guy, and I play up the field, so I'm good with my back towards the goal. I'm laying off to my midfielders, getting in the box, winning headers, and finishing my goal. You said it, you're a big guy, I think 6'5". Do they expect you to be a big presence in the box? Is it something that we're trying to work with you in training to make you this aerial specialist? Yeah, I think so, and I think I have to use it to my advantage. I think I'm probably one of the bigger forwards in the league, so, if I'm able to really work on my aerial ability and my, my movement in the box and, creating goal-scoring opportunities, it'll create a huge advantage for myself and the team. Funny thing, when you started playing in college, you were a center back. Yeah. So now you're a striker. How did that happen? I played midfield when I was in club, and I was kind of used to the attacking side. I was a very good finisher, and I played center back my freshman year. I was doing very well in practice, finishing my opportunities, and my coach decided to put me up there. I played half my sophomore season up top, and I scored 10 goals in half the season, and then I had a great junior year and a great senior year, and now it's led me here. You're a California boy, yeah. So how is it to live in the Great White North? It's not too bad. My family actually moved to Denver, Colorado a couple years ago, so I'm getting used to the cold, but this is definitely a different breed. But no, I'm enjoying it. I love the city so far. The people are very welcoming and friendly, so it's been a great transition. I think you scored 31 goals during your NCAA career. Do you think you can bring that scoring touch here in the MLS, even though the gap is pretty big? Yeah, definitely. And it takes some time, but, I think with the right preparation and the practice and my hard work, I think there's definitely going to be a time and I'm going to get opportunities, and I got to put those opportunities on frame and hopefully score a goal. But yes, I do think I'll be able to score some goals here. On the wings here, we have two great passers, Nacho Piatti, Dominic Oduro. Yeah. What's your first impression of your new teammates? Oh man, they're great. All these guys are great players. But having two great wingers like those two, definitely is an advantage in my part because, they bring so much attention towards defenders, and, it opens the space up for myself and my other teammates. But no, they're two of the best wingers in the league, in my opinion, and, they complement each other very well. You were a semi-finalist in 2015 for the Herman Trophy, awarded to the best Division I college soccer player in the United States. I think Jordan Morris won the award, and last year he's had a tremendous season with the Seattle Sounders. When you see a guy like that went through the same thing as you did, had so much success in the MLS, is it like a factor of motivation? Yeah, but it's also very... it's very good to see that, a guy coming out of college, like you said, he was a Herman finalist, so he won the Herman, but, seeing a guy that was in college and have a successful MLS career so far, I think that opened the eyes to a lot of us, especially myself, playing a similar position to him. So, I played against him a couple of times in college. He's a great player. He had many successes in MLS, and I think, I can do the same.
You had a pretty good camp here with the Montreal Impact, scored 3 goals, I think, during the preseason. Did it give you confidence on the get-go? Yeah, definitely. You know, it was great to score early, especially I think I scored 2 in the first game. You know, it was definitely felt great because, you know, I worked really hard and, you know, I tried to get my opportunity on the field, and when my opportunity came, I capitalized. But, you know, I'm doing my thing, I'm working hard, and when I get my opportunity, I'm going to try and score and do the best I can. Over the last 2 years, we've had a big power forward here, a power striker in Montreal called Didier Drogba. Are you disappointed you didn't have the chance to meet him? Is it a role model for you? Yes. I watched him when I was very little, when he was on Chelsea, you know. I was very bummed when I found out, you know, he was leaving, but I mean, he's a great player. He's one of the players I watched the most growing up, and I'm bummed I couldn't get the opportunity to play with him. Nick Dupuis, thank you very much for this interview. Appreciate it. Thank you. Après la pause, la grande finale 2017 de l'événement de futsal le plus incontournable au Québec, le défi futsal de Saint-Hyacinthe. Lors du dernier épisode, on vous avait promis de vous présenter les moments forts de la finale du plus grand événement de futsal au Québec, le défi futsal de Saint-Hyacinthe. Regardez bien ce reportage à couper le souffle. Nous vous l'avions promis la semaine dernière. Voici les grandes finales du défi futsal de Saint-Hyacinthe. Les images qui vont suivre sont percutantes. On débute avec la finale féminine qui opposait les championnes de 2017 de l'Extrême ADR aux Pouf Souffle. Vous avez bien compris, les Pouf Souffle. Je pense qu'ils ont trouvé le moyen pour nous donner des problèmes. Je pense qu'ils ont réussi à jouer ensemble, puis ça nous a mis dans des situations difficiles. Un gros match, un adversaire quand même assez solide. Ils ont compté le premier but, mais je sais qu'on avait une équipe qui a 20 caractères, puis j'étais pas inquiète qu'on allait revenir. Puis on a bien bougé le ballon, des tirs au but, puis une grosse victoire pour nous. Le moment fort du match, sans aucun doute, je pense que c'est les 2 buts peut-être en 10 secondes. Ça a vraiment changé le rythme en notre faveur. Je pense que ça nous a permis de relaxer un petit peu plus avec le ballon, puis de le faire tourner, puis de jouer vraiment notre jeu. Si on parle vraiment de gros moments forts, c'est clair que les 2 buts rapides de Mélissa Busse nous ont vraiment donné un genre de coussin qu'on veut. On voulait vraiment s'établir. Puis ce qui était le fun des 2 matchs qu'on a vécu, c'est l'instinct du tueur qu'on a vraiment eu tout le match, tout le tournoi, je veux dire, mais surtout aujourd'hui. On a senti le désir de gagner vraiment énorme puis d'appliquer pas mal à la lettre ce qu'on voulait faire. Quand on mène au score, très difficile de revenir contre nous. Notre gardienne jusqu'à notre avançante, tout le monde, jusqu'à notre joueur de pivot, tout le monde est capable de défendre correctement. Difficile de demander de mieux comme performance. La finale masculine maintenant. C'est la jeune équipe du Sporting Outlaws qui a créé la surprise une fois de plus en éliminant le puissant Sparte FC. Je peux pas dire qu'on a été surpris, on savait que c'était une bonne équipe. Ceux qui viennent de gagner le championnat en PLFQ, ça fait plusieurs années qu'ils nous donnent du fil à retordre à chaque fois qu'on joue contre eux. Donc on savait que ce serait difficile, puis qu'à 2-0 à la mi-temps, c'était pas gagné. La preuve, c'est qu'ils sont revenus avec 5 buts en deuxième. Le match était intense, la chance n'a pas tourné de notre côté, mais écoutez, c'est la beauté du foot. Malgré la défaite, les vétérans du Sparte FC restent de vrais gentlemen et rendent à César ce qui est à César. Le Sparte FC, c'est clairement la vraie grande classe, comme on dit. L'arbitrage a été correct, surtout les mentionnés, les bénévoles, impeccable. On peut pas demander mieux pour un événement de la sorte. On a mis beaucoup de cœur, on a poussé beaucoup à la fin pour essayer de revenir dans le match. Effectivement, on est des compétiteurs, on n'aime pas perdre. Hein. C'est un peu dans notre sang, on veut gagner. Puis on va tout faire pour gagner les prochains événements, les prochains tournois, les prochaines ligues dans lesquelles on va participer. Ah, oh! Allons voir du côté de nos jeunes et très talentueux vainqueurs maintenant. Bon, en fait, moi, première demi, j'ai senti qu'on était vraiment pas là. Vraiment pas là. On n'avait pas d'intensité, on n'avait pas d'envie, on voulait pas gagner. Puis c'est pour ça que, selon moi, ils ont marqué 2 buts parce qu'ils ont plus voulu que nous. On voulait trop à tout prix gagner ce match-là, puis ce tournoi, qu'on a oublié complètement notre jeu au premier mi-temps. Mais après, on s'est repris, mais c'est important. Pour les joueurs des Outlaws, c'est le discours de leur entraîneur à la mi-temps qui a changé l'allure du match. En revenant au vestiaire, notre capitaine et notre coach nous a parlé, nous a donné des consignes, puis il nous a dit vraiment « mettez de l'envie ». Puis on a joué comme on joue d'habitude. On a mis 2 buts rapidement, on a égalisé, puis après on a continué, puis ça a porté fruit.
Le Sporting Outlaws est clairement l'équipe étoile montante sur la scène du futsal québécois. Avec cette grande victoire, la confiance est palpable. On est une équipe jeune. On a joué contre une équipe plus expérimentée, donc plus physique. On sait qu'on peut gagner toutes les équipes au Québec. On sait qu'on a le talent pour. Donc, on s'est juste réveillé entre nous-mêmes avec l'entraîneur et le capitaine et toute l'équipe et ça a donné un bon résultat. Malgré notre jeunesse, on peut quand même on peut donner des bons résultats. Pour terminer, les joueuses de l'extrême ADR tenaient à passer un message très clair en ce qui concerne la place du futsal féminin au Canada. Je ne sais pas si c'est un manque d'effort. Il y a beaucoup de joueuses au Québec qui ont peut-être fini de jouer à 11 qui se mettent au futsal, puis on veut pousser le sport, on veut développer le sport, on veut s'améliorer, puis des fois, il n'y a peut-être pas les objectifs, les équipes pour le faire, le staff pour le faire, puis nous, on veut, les filles, on veut se développer, on veut une équipe nationale, puis j'espère que c'est à venir parce qu'il y a plein de filles qui sont intéressées, puis prêtes à mettre les efforts. C'est clair et net. Les filles veulent aussi une équipe nationale de futsal, comme les gars. Espérons que le message passe. Après la pause, le gardien de but de futsal qui a la réputation d'avoir la meilleure éthique de travail au Québec, Khalid Ismaël. Pour notre segment Les Futurs Pros de cette semaine, on vous présente un gardien de futsal exceptionnel qui, malgré ses 32 ans, travaille de toutes ses forces pour être sélectionné avec l'équipe canadienne de futsal. Khalid est sans aucun doute un modèle à suivre pour tous les jeunes joueurs et joueuses de la province. Les Futurs Pros vous sont présentés par le lait au chocolat. Cette semaine, notre reporter Geneviève Tardif rencontre un gardien de but exemplaire. Même à 32 ans, Khalid Ismaël aspire toujours à faire partie de l'équipe canadienne de futsal. Khalid, bienvenue à Génération Soccer. Merci, merci. Parle-nous de ton parcours au futsal de haut niveau. Dans le fond, ça fait en moyenne 3 ans que je joue dans la PLFQ. Le jeu, dans le fond, a augmente de chaque année. La vitesse, la concentration qui est demandée est assez haute. Tu es considéré comme l'un des joueurs les plus disciplinés, les plus doués au futsal. Aimerais-tu être remarqué par l'entraîneur de l'équipe nationale? Absolument. Ce serait, dans le fond, mon but ultime, c'est d'être remarqué par l'entraîneur national et de faire partie de l'équipe nationale en long terme. Mais dans le fond, le progrès se fait de jour en jour. Déjà que je me suis rendu et je fais partie de l'équipe du Québec, c'est déjà une première étape d'accompli. Il reste juste à, dans le fond, continuer de progresser sur ce même cheminement pour être capable d'être éventuellement remarqué, j'espère, par l'entraîneur national. Est-ce que tu joues au soccer à 11? Aussi, oui. En ce moment, dans le fond, je joue dans le club d'IS Amero. C'est quoi la différence entre être un gardien là, dans ces deux disciplines-là? On va vraiment voir la grosse différence au niveau du jeu un petit peu tactique, nos manières de comment se placer, comment arrêter un ballon, comment couvrir d'une certaine angle. Les positions sont un petit peu assez différentes, mais ce qui est plaisant au futsal, c'est que le jeu est beaucoup plus rapide et il y a toujours de l'action. Khalid nous apprend que ce sont en quelque sorte ses origines qui lui donnent le sens du soccer et surtout cette immense passion pour son sport. Dans le fond, ce qui m'a amené au futsal, c'est le jeu rapide. J'ai toujours aimé ça. Aussi étant, dans le fond, égyptien, ça fait partie de moi. Alors, ça a toujours été une habileté que j'avais une aisance. Une particularité du futsal est que le gardien relance constamment l'attaque. Et le gardien aussi relance l'attaque au futsal. Est-ce que tu prônes ça aussi au soccer à 11? Absolument. Une petite décision, une petite fraction de seconde de plus ou de moins peut faire toute la différence sur une contre-attaque. Et la question qui tue maintenant. Si je t'offre d'être un grand joueur de foot ou un grand joueur de futsal, tu choisis quoi? J'aimerais les deux. Je prendrais les deux, mais si vraiment il faudrait faire un choix, c'est une décision assez difficile à faire. Rendu à mon âge, je dirais le futsal. Pourquoi rendu à ton âge? Ce serait vraiment, je prendrais le plus gros challenge que le plus facile. Alors, j'irais au futsal. C'est difficile de choisir entre les deux, hein? Mais c'est très difficile de choisir entre les deux, absolument. C'est quoi tes objectifs, Khalid, pour 2017-2018? De réélever la barre encore plus haute, d'essayer d'atteindre le prochain échelon
qui serait vraiment d'être reconnu et au moins identifié puis appelé au camp d'entraînement d'équipe nationale. Ce serait vraiment le prochain niveau de mon cheminement en ce moment. On te souhaite bonne chance pour tout. Merci beaucoup, Khalil. Merci, Geneviève. Après la pause, le débat de la semaine avec Patrick Leduc. On les voit malheureusement trop souvent se promener le long de la ligne de touche pour donner des conseils à leurs enfants ou diviser les groupes de parents pour les retourner contre l'entraîneur. Que doit-on faire exactement avec ces parents toxiques? C'est ce que nous verrons dans le débat qui suit. Pour notre débat de la semaine, nous accueillons John Limniatis, directeur technique à Lakeshore, Sandro Grande, directeur technique aux Étoiles de l'Est, et Elder Duarte, entraîneur-cadre pour la région de Québec. Notre débat Génération Soccer cette semaine, que doit-on faire avec les parents nuisibles? Est-ce qu'il faut leur faire signer un code d'éthique? Et est-ce qu'on doit expulser les parents qui nuisent au développement de leurs enfants? Pour en parler avec moi, j'ai le plus ancien directeur technique au Québec, Elder Duarte. Merci d'être avec nous. Mon ancien coéquipier avec l'Impact, directeur technique aux Étoiles de l'Est à Laval, Sandro Grande. Bonjour. Et l'illustre John Limniatis. Tu avais encore des choses à dire? Oui, moi et toi, on est les seuls qui ont des cheveux. Hein? Alors, on partage encore quelque chose. Ancien entraîneur de l'Impact de Montréal et présentement directeur technique à Lakeshore, John Limniatis. Des parents nuisibles, j'imagine que vous en avez eu à croiser sur des terrains de soccer. Des parents qui chronomètrent le temps de jeu de leur enfant, des parents qui donnent des directives sur tout le long de la ligne de touche. Il y en a encore, malheureusement, même si on fait des rencontres de parents pour leur expliquer que l'entraîneur est le seul maître à bord, il faut le laisser aller. Parce qu'ils ont le développement de leurs enfants à cœur. Elder, Sandro, est-ce que tu as des parents qui sont difficiles à gérer à Laval? Non, un peu partout, c'est sûr. Comme vous avez dit, il faut qu'ils signent quelque chose. Puis dans notre club, en ce moment, on a un contrat qu'ils signent, puis ils doivent le respecter. Puis s'ils ne respectent pas, mais il y a des conséquences par après. John, comment tu gères les parents dans ton club? Tu fais un contrat avec chaque parent, pas juste les mamans, là. Non, pas juste les mamans, un peu plus avec les mamans, mais ça, c'est une autre chose. On fait un deuxième contrat avec les mamans. Mais oui, tu peux faire tout ce que tu veux. À la fin, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que si quelqu'un veut être un problème, il va être un problème si tu signes un contrat ou non. Pour nous, je pense que c'est très clair, dans le sens que les parents savent que tout le monde va jouer, mais pas tout le monde va jouer en même temps. Le mérite, ça vient des entraînements. Le mérite vient de l'éthique du travail. Ça vient de la performance aussi. Les garçons sur le terrain, ils doivent gagner leurs minutes en faisant des choses comme il faut et en performant mieux que les coéquipiers. Parce que si ton enfant, comme Sandro a dit, vient en pratique, mais il ne court pas, ou il n'écoute pas, oui, tu as payé, oui, il joue AAA, mais c'est pas normal qu'il va avoir le même temps de jeu qu'un autre qui donne toujours son 100% ou qui donne toujours de bonnes performances. Il y a des jeunes qui ne viennent pas aux pratiques, qui manquent. Alors moi, je dis clairement aux parents, est-ce que c'est normal que votre enfant vient 1 fois sur 5, l'autre vient 5 fois sur 5? Est-ce que vous pensez que ça va être la même chose pour vous et votre enfant? On entend là sur les lignes de côté des parents, pas juste qui chronomètrent, mais qui donnent des instructions aux joueurs. On entend kick, kick, on applaudit des joueurs qui peuvent se débarrasser du ballon, des consignes qui ne sont pas toujours dans le sens de celles de l'entraîneur. La grande majorité des gens ne comprennent pas la subtilité de jouer sur un grand terrain. Pourquoi est-ce qu'on va faire une attaque placée? Ça prend plus de temps, mais c'est voulu. Pourquoi est-ce qu'on joue en retrait? Des fois, moi, je me rappelle, les premières fois qu'on jouait en retrait, les parents « Ah, non, jouez vers l'avant, jouez vers l'avant. » Là, le gardien dégage de l'autre bout. « Ouais, ils sont contents. » Mais tu viens de donner le ballon à l'autre équipe. Mais ils ne voient pas comme ça. C'est un manque de culture. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir parce que le soccer est quand même encore jeune au Québec. Mais là aussi, on a des parents qui vont s'impliquer au-delà des alentours du terrain. Ils vont s'impliquer, disons, dans un conseil d'administration, vont devenir président d'un club. Et souvent, la motivation d'un tel parent, c'est son enfant ou c'est l'équipe de son enfant. Il n'y a pas toujours une vision d'ensemble par rapport au club. On a besoin des parents qui s'impliquent, mais parfois, ça se fait, disons, plus en faveur d'un groupe et ça peut créer des problèmes. Est-ce que vous avez eu à gérer des parents qui vous mettent des bâtons dans les roues dans un conseil d'administration? En fait, tu organises une journée de financement, par exemple, ou une activité de financement. Puis c'est une grosse activité de financement qui rapporte. Tu as un parent sur le conseil d'administration, son fils joue dans une équipe,
Et là, il veut que ce soit son équipe qui s'occupe de cette activité-là. Bien, veut pas, il influence les autres. Puis finalement, cette équipe-là qui va faire un tournoi qui est de moins grande importance qu'un autre qui en aurait plus besoin, bien, il se trouve à avoir l'exclusivité de l'activité financière. Ça devient un peu politique. J'ai un garçon en ce moment qui c'est un 2001 et qui, au CNHP, il s'entraîne toujours avec les 99 et les 2000. Et puis, dans mon club, cette année, il va jouer beaucoup moins de matchs en 2001, puis il va jouer beaucoup plus de matchs en 2000. Les matchs plus importants surclassés. Parce qu'il mérite, parce que le garçon, au mois d'avril, il va faire une semaine ou deux en essai en France. Puis si moi, je veux que ce garçon réussisse à faire ce type d'essai en France, je dois le mettre dans des conditions où est-ce qu'il va être capable de faire. Oui, mais moi, je veux que mon garçon soit heureux. Les gars, je veux qu'il y ait des médailles, je veux qu'il aille au tournoi puis qu'il gagne une coupe. Comment vous allez me satisfaire? Il change de club. Non, mais il y a l'hypocrisie dedans. Hein? Oui. On parle de le développement, mais la plupart du monde pense, à cause que tu gagnes, c'est mieux C'est un bon signe de développement. C'est ça. Alors là, on se plaint, vous avez l'air des victimes. Il y a aussi des bons parents dans vos clubs. Oui. C'est quoi un parent modèle? Qu'est-ce que c'est pour toi, Elder? J'ai rencontré beaucoup plus de bons parents que de mauvais parents. Ils accompagnent leurs enfants, ils sont là pour les encourager. Assez? Est-ce qu'ils sont là assez souvent? Les parents sont là presque toujours. Ils accompagnent les enfants, ils les encouragent. Père ou gagne, la philosophie, c'est la même pour tout le monde. Sandro, est-ce qu'on devrait faire signer un contrat aux parents pour qu'ils s'engagent auprès du club? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'ils le font dans certaines écoles. Tu peux rien faire avec ce contrat, honnêtement. Mais c'est juste un contrat que moi, j'ai écrit ce contrat. Je connais c'est quoi là-dedans. Toi, tu l'as signé. Tu connais c'est quoi là-dedans. Alors, on connaît les règles. Si un jour, je dois prendre quelque chose, une décision, je vais le prendre. Messieurs, merci. On n'aura peut-être pas réglé le cas de chacun des parents, mais en majorité, ils sont plutôt dans notre camp. Alors, merci d'avoir participé au débat d'aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à vous. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.